Bonjour tout le monde. Je pense que nous allons commencer. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêtes? Oui, j'imagine que oui. Alors, écoutez, bienvenue à ce webinaire d'Attaque Québec sur l'altermondialisme et plus précisément, si j'en tiens au titre, les enjeux de l'altermondialisme aujourd'hui. Alors, comment cette idée nous est venue à l'esprit? Pour nous, ça fait partie de quelques activités qu'on organise autour de la sortie de ce livre-ci, 20 ans d'altermondialisme au Québec. Et d'ailleurs, on a trois auteurs de ce livre-là présents ici avec nous. Donc, dans le fond, ce qu'on a voulu faire avec ce livre-là, c'est rappeler que l'altermondialisme existe depuis longtemps au Québec. On a, disons, associé une naissance symbolique là, au sommet des Amériques de Québec en 2011, qui était un événement quand même majeur qui a rassemblé beaucoup de gens. Mais pour nous, c'est quelque chose qui a continué pendant toutes ces années et c'est quelque chose aussi qui va continuer dans l'avenir. Donc, on espère que le mouvement est certainement bien en vie encore et c'est ce dont vont nous entretenir les invités aujourd'hui que je vais vous présenter. D'abord, j'aimerais vous dire qu'on a eu la tristesse d'apprendre que Raffaella Bolini, qui devait être présente avec nous ce matin, ne pourra pas être là. Elle s'en excuse. C'est des raisons majeures dans son cas. Donc, on est un peu triste pour elle de ne pas l'avoir avec nous. Mais on a quand même nos trois invités qui sont là. Donc, je vais les présenter rapidement. Alors, d'abord, Raphaël Canet, qui va parler en premier, qui est co-organisateur du Forum social mondial, qui est impliqué aussi dans le mouvement pour une démocratie nouvelle, professeur de sociologie au Cégep du Vieux-Montréal. Et je pense que s'il y a quelqu'un au Québec qui est associé à l'altermondialisme, c'est bien Raphaël qui est présent partout. Et je pense que dont l'apport, dans l'implication dans les forums sociaux est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel. Donc, on est content de l'avoir avec nous. Ensuite, c'est Carminda McLaurin qui va parler. Carminda aussi, elle est co-coordonnatrice du Forum social mondial de Québec en 2016 et fait partie de son conseil international depuis. Elle aussi, elle est beaucoup impliquée dans les forums sociaux. Donc, on la connaît beaucoup pour ça. Et elle a récemment obtenu un doctorat sur les espaces transnationaux de mobilisation, dont le FSM, quand même quelque chose qui est assez important. Et notre troisième invité, c'est Baptiste Gaudry. Baptiste, qui est professeur à l'École de travail social de l'Université de Sherbrooke, qui est un chercheur spécialisé dans la question des inégalités sociales, et ça, c'est très intéressant, qui est membre du conseil d'administration d'Attaque Québec. Et Raphaël et Baptiste ont tous les deux aussi écrit un chapitre dans le livre 20 ans d'altermondialisme au Québec. Alors, comment nous allons procéder maintenant? Eh bien, chacun de ces intervenantes, intervenants vont parler 10 minutes. Donc, je suis là pour synchroniser. Et si vous avez des questions, il y a deux manières de le faire. Premièrement, c'est d'écrire votre question ou votre commentaire dans le chat. Et sinon, ça sera de vous adresser directement aux personnes après les conférences. Donc, on va prendre les questions après. Donc, à ce moment-là, vous utilisez bien sûr l'option « Lever la main » pour vous adresser aux conférencières, conférenciers. On a prévu ce matin, on n'a pas plus que 75 minutes, donc on va arrêter à la fin après 75 minutes pile, n'est-ce pas? On n'aura pas tellement le choix. Et écoutez, j'espère qu'on va passer ensemble un très bon webinaire en attendant de se voir en vrai bientôt, c'est ce qui risque d'arriver. On ne sera plus obligé de se parler à travers les écrans. Enfin, on l'espère. Donc, je vais donner la parole à Raphaël. Donc, Raphaël, bienvenue et à toi. Merci beaucoup, Claude. Bonjour tout le monde. Content de participer à ce cercle de discussion, on pourrait dire. En tout cas, cet espace de dialogue, je pense que c'est important d'avoir ces espaces de dialogue. Ce que je voudrais vous dire, en fait, ce serait vous partager mes réflexions sur les enjeux, donc le thème, les enjeux de l'altermondialisme aujourd'hui. Je ne résumerai pas ce que j'ai écrit dans le livre parce que je vous invite à le lire. Donc, c'est un peu l'idée, mais où on en est rendu, puis
Claude le disait bien en introduction, hein, en tout cas pour la perspective d'attaque, mais pas seulement. Au Québec, l'altermondialisme, c'est clair que, oui, il y avait l'opération Salami un petit peu avant, il y a eu toutes les mobilisations qui ont précédé, il y a eu l'ouverture qu'on a eue par rapport à ce qui se passait à Seattle, les zapatistes et tout ça, mais le sommet de Québec en avril 2001 a vraiment, marqué les imaginaires. Moi, je venais de débarquer depuis 2 ou 3 ans au Québec, donc je participais à ce sommet-là. J'arrivais de France où ça bougeait aussi un petit peu, mais moi, ça m'a aussi un peu plongé dans cette aventure-là. Donc on peut faire la rétrospective un peu 20 ans après. C'est ça qui est intéressant d'avoir une perspective. Moi, j'aurais 3 points à vous partager en fait, aujourd'hui, puis je vais ralentir le rythme pour les traductrices. En fait, j'ai 3 choses à amener si je veux faire un bilan, puis c'est un bilan très, très personnel, hein. Le 1er point, c'est: on avait raison. Le 2e point, c'est: on a perdu. Et le 3e point, c'est: on doit changer de stratégie. On avait raison, c'est, 1er point, c'est depuis le début, en fait, depuis toutes ces mobilisations, puis tout ce qui était amené. Puis le sommet de Québec, c'est quand même très, très intéressant si on revient à cette histoire-là, hein, le chapitre 11 de l'ALENA, l'accord caché, je me souviens plus, l'ONG américaine Public Citizen, je pense, qui avait sorti, le texte de l'accord, qui avait fait que finalement, on s'est rendu compte que nos gouvernants négociaient derrière des portes closes notre avenir, en gros, et que les peuples avaient aucune voix au chapitre, ce qui avait suscité l'indignation et avait amené beaucoup de mobilisation à Québec. Et dans c'était la même chose contre l'OMC, c'était la même chose dans cette période-là, fin des années 2000, fin des années 90, début des années 2000. Et toutes les analyses qu'on pouvait mettre de l'avant, c'est un autre monde est possible, penser des alternatives, déconstruire le discours néolibéral, dans le fond, et montrer toutes les implications de cette construction du marché mondial qui mettait en branle, hein, création de l'OMC en 94, enfin, tout se mettait en place pour imposer le monde dans lequel on vit, un monde qui est finalement se caractérise par quoi? Par un saccage de l'environnement et un approfondissement des inégalités, et puis une espèce de déconnexion totale de l'overclass ou de l'hyper-élite par rapport au reste des populations. Ces analyses, on les a menées depuis le début, donc on avait raison dans le sens où on a gagné cette bataille des idées, où on a amené ces points. Sauf que c'est clair qu'en 2001, oui, il y a eu Québec. 2001 est une année quand même assez charnière, hein. C'est en avril, c'est le sommet de Québec. En juillet, c'est le sommet, c'est les mobilisations à Gênes contre le G7, G8, et où il y a 300 000 personnes dans les rues, où là, le mouvement est en pleine mobilisation. Puis en septembre, ben, c'est les tours jumelles qui tombent et on rentre dans la guerre au terrorisme. Et là, il y a un shift assez important. Et on n'arrivera jamais à réavoir ces taux de mobilisation, à part les manifestations contre la guerre en Irak en 2003, mais on n'arrivera jamais à avoir cet élan de mobilisation. Il y a quelque chose qui a été brisé dans l'élan à partir de 2001. Mais les réflexions qu'on a menées, d'ailleurs, sont largement même partagées aujourd'hui, même par l'élite. On lit les rapports de la Banque mondiale, ça s'inspire beaucoup de ce qu'on écrivait en 2000, c'est quand même assez surprenant. Mais bon, donc sur le plan des idées, on est très bon dans la réflexion, les altermondialistes, si je veux faire un bilan rapide. 2e point, on a perdu la bataille politique, dans le sens où on avait des belles idées. Il y a eu les vagues roses en Amérique latine, on en parle d'ailleurs est-ce qu'on en parle dans le livre? Oui, je ne me souviens plus. Mais en tout cas, il y a eu de grands espoirs fondés sur des partis, des gouvernements progressistes qui prenaient le pouvoir et qui allaient peut-être un peu changer les choses, à différents niveaux, même en Europe, avec Podemos ou avec Syriza en Grèce. Mais on se rend compte que finalement, malgré tout ça, malgré tous les efforts, malgré tous les forums, malgré tout ce qu'on a pu organiser partout, on n'a pas réussi à changer l'agenda politique mondial. C'est un peu clair, et si on regarde l'agenda environnemental, ben, c'est un bon baromètre de voir comment on arrive à influencer ces négociations. Je vous rappelle que sur la question du climat, l'ONU, on se rassemble depuis 1972 pour faire le bilan que ça va mal et qu'il faudrait changer notre modèle de développement, alors que les émissions de gaz à effet de serre continuent à augmenter. Donc, on n'a pas réussi à changer l'agenda politique mondial. Et à mon avis, personnellement, je trouve que là où on a vraiment manqué le coche, mais en fait, c'est pas qu'on a failli, c'est que face à nous, il y avait quand même quelque chose d'assez gros. C'est à Copenhague en 2009. Je pense qu'en 2009, à Copenhague, il aurait pu se passer quelque chose de différent. Je vous rappelle, 2009, c'est la COP, où là, vraiment, il y a un espoir de mobilisation pour que vraiment il y ait quelque chose qui change au niveau de
de la question environnementale. Les gens se mobilisent beaucoup. Changeons le système, pas le climat, c'était un peu le slogan. 2009, il y avait eu le Forum social mondial à Belém sur cette même question-là. Il y avait eu la crise économique, surtout avant, qui avait plongé. On s'était rendu compte que même au centre de l'empire capitaliste mondial, il pouvait y avoir des crises qui auraient des impacts majeurs, et il y en a eu des impacts majeurs. Donc, il fallait tout repenser, il fallait tout reconstruire. Même Sarkozy, en France, disait qu'on pouvait moraliser le capitalisme. On était là-dedans. Puis, ça ne s'est pas passé. Il y a quelque chose qui n'a pas réussi à marcher à ce moment-là au niveau des mobilisations. Et bien, finalement, ça a été business as usual. Ils ont continué de la même manière. La stratégie de sortie de crise de 2008-2009, Claude pourra en parler pas mal aussi dans la période de discussion, mais ça a été, on continue dans la même veine. Puis est arrivée la révolution numérique, puis là maintenant le capitalisme est rendu sur, sur ce qu'on utilise aujourd'hui, sur Zoom, les nouvelles technologies, puis on va faire des batteries, on va construire des Tesla, et puis on va aller coloniser Mars. Donc dans le fond, on n'a pas véritablement changé la perspective, si ce n'est qu'on a continué dans cette logique de déconnexion entre une élite qui profite du système et qui est en train de complètement lâcher le reste de l'humanité. Donc, troisième point, qu'est-ce qu'on fait? Sachant tout ça, maintenant qu'on a un peu de perspective, on doit changer de stratégie. Je pense que c'est un peu fondamental. Mais alors, que faire? C'est toujours la même question qu'on se pose depuis 1902. Moi, je vois plusieurs perspectives. En fait, j'ai beaucoup appris dans tous ces moments et c'est pour ça que je commence avec ça. C'est important, ces espaces de dialogue, de discussion, d'échange. J'ai beaucoup appris dans tous les forums, tous les événements dans lesquels je me suis mobilisé, où j'ai pu contribuer à organiser. Mais là, je trouve personnellement, en tout cas, qu'il y a trois axes importants, fondamentaux pour moi. La connexion entre justice sociale et justice environnementale est fondamentale. La bataille va être sur la défense du territoire. À mon avis, c'est là que ça joue, c'est-à-dire la protection de l'espèce de truc sur lequel on a les pieds, le sol, le territoire où on vit, notre territoire de vie, qu'on a complètement perdu. Et c'était ça la logique de la mondialisation, c'était qu'on devait être rapide, mobile, fluide, plus connecté. Ce qui était ancré, d'ailleurs, c'était le discours du directeur de l'OMC à l'époque, ceux qui étaient ancrés dans un territoire, c'était les perdants de la mondialisation, les immobiles, ceux qui avaient les pieds sur terre. Ceux qui gagnaient, c'était ceux qui étaient capables d'être dans les avions puis de vivre avec sur le décalage horaire permanent. En fait, reprendre, se réenraciner dans le territoire, ça c'est le premier point, défendre le territoire, lutter contre les grands projets complètement fous comme le troisième lien à Québec, mais lutter chez nous sur ces grands projets-là. Parce que si au Canada, on change la logique de l'industrie minière, on change l'exploitation des sables bitumineux, parfait. On se mobilise contre tout ce qu'il y a eu. Et puis, il y en a eu des mobilisations environnementales dans la vallée du Saint-Laurent. Puis là, il y a le troisième lien. C'est complètement absurde, cette histoire de troisième lien, là, où ça va nous coûter 10 milliards. Puis tout le monde le dit. Mais c'est pas grave, c'est une promesse électorale, on pourrait réformer le mode de scrutin, comme ça on en parlait un petit peu avec le mouvement démocratie nouvelle, mais on aurait quelque chose d'un petit peu plus égalitaire. En tout cas, on a tellement de choses à faire ici pour protéger nos ressources, protéger notre territoire et le développer de manière plus harmonieuse. Et le dernier point qui me semble fondamental pour faire tout ça, apprendre à désapprendre, on dit beaucoup ça dans les forums, mais apprendre à désapprendre et surtout écouter les peuples autochtones et écouter les luttes autochtones telles qu'elles sont menées parce que eux, ils sont complètement là-dedans, cette connexion avec les territoires, cette protection des ressources et ce rêve ou cette invention d'une nouvelle manière de vivre beaucoup plus lente, beaucoup plus en adéquation avec le système. Et il faut qu'on apprenne, il faut qu'on intègre ce nouveau paradigme et cette nouvelle vision du monde. Je pense que toute la réflexion altermondialiste depuis 20 ans et toutes les expériences de lutte amènent là. Et là, maintenant, c'est à nous de le récupérer, puis d'agir, puis en fait, de faire une véritable révolution chez nous en reprenant possession de notre territoire et dans le partage et l'écoute avec les gens d'ici et en collaboration avec les gens d'ailleurs, cette histoire de monde archipel qu'on pourrait construire. Voilà, je pourrais finir là, Claude. Oui, ben merci beaucoup, Raphaël. Très pertinent et très, très bien économisé, avec aussi très bien structuré aussi. Alors, parfait. Maintenant, c'est au tour de Carminda. Alors, à toi. Bonjour tout le monde, merci encore de l'invitation. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Alors moi, je vais me concentrer un petit peu plus sur la perspective du Forum social mondial
dans lequel j'ai été pas mal impliquée, en effet, comme tu le mentionnais, Claude, depuis un certain temps, et notamment suite à mon implication active dans l'organisation du dernier Forum social mondial qui a eu lieu de façon virtuelle en janvier cette année. Le FSM, comme on le sait, est apparu il y a 20 ans comme une promesse d'un autre monde possible. Mais comme le dit si bien Raphaël, 20 ans après, malheureusement, le monde ne semble pas aller bien mieux, bien au contraire. Il me semble donc en effet important de faire le point après ces 20 années et aussi après ce dernier FSM virtuel qui, faut-il le dire, a été complètement inédit. Le FSM, en effet, est, à mon avis, fait partie d'un certain paradoxe dont j'aimerais parler. Donc, d'une part, le FSM est au cœur encore de nombreux espoirs et on l'a vu à travers son histoire, tellement de gens qui se sont mobilisés autour du FSM. Il y a eu ce dernier FSM virtuel qui a alimenté ces espoirs-là, à mon sens. On a constaté la présence de milliers de personnes de 144 pays du monde qui sont venus pour affirmer que le FSM est bel et bien vivant et que cet espoir-là continue également à être vivant. J'ai eu la chance de pouvoir agir au sein du groupe de facilitation, comme je vous mentionnais, et d'être en fait vraiment surprise de cet aspect encore tellement mobilisateur du FSM dans un contexte qui était en ligne, totalement nouveau. Qui aurait imaginé qu'on aurait pu avoir un FSM en ligne il y a qu'une année? Donc c'était évidemment parsemé de nombreux défis technologiques, mais pourtant, il a été bel et bien une réalité. Il y a des équipes transnationales qui ont bénévolement porté le travail monumental qu'impliquait l'organisation du FSM. Et on a vu une certaine réponse qui aurait pu être plus large à l'image d'autres FSM, mais qui donne également, qui laisse quand même à espérer quelque chose de positif pour le prochain FSM qui se prépare au Mexique pour, a priori, mai 2021. Le FSM a également porté les espoirs de voir se renforcer des articulations au sein de la dite société civile mondiale et des mouvements sociaux qui sont aujourd'hui actifs. Le processus qui a mené vers ce FSM 2021 a été riche en rencontres. Le Conseil international a d'ailleurs appelé plusieurs rencontres élargies l'année dernière où il y avait de nombreuses organisations, mouvements, perspectives différentes qui se sont rejoints, ainsi que des forums thématiques, régionaux, locaux qui se sont rapprochés et qui laissent donc encore une fois peut-être croire que l'altermondialisme est en effet bel et bien vivant, si des gens se posaient encore la question. Et évidemment, il y a eu pendant le FSM de nombreuses articulations autour des espaces thématiques qui ont été mis de l'avant par le groupe de facilitation. On peut nommer paix et guerre, justice sociale, féminisme, premier peuple qui était très présent également, entre autres. Et de nombreux moments également d'articulation vraiment intéressant. Par exemple, la marche d'ouverture qui fut en fait 24 heures de... moi, je pense que je pourrais dire que c'était une métaphore du rapprochement de la diversité qui est à la base des espoirs altermondialistes. Et c'était vraiment intéressant de voir comment des gens de différents continents sur Zoom, cette plateforme en effet bel et bien capitaliste, mais qui nous rend service, faut-il le dire. Donc, on a constaté une espèce de ballet de langues, de couleurs, de mouvements, de causes qui se rapprochaient, qui se parlaient. Vraiment très encourageant, très intéressant. On peut nommer également les assemblées autogérées, de nombreuses perspectives qui se sont parlées, qui se sont rapprochées, des réseaux qui ont été très visibles et des expérimentations en fait qui étaient complètement improbables.
Je peux nommer par exemple l'Agora des futurs, qui était le dernier jour, un moment un peu comme en fait, définitivement une innovation méthodologique qu'on avait déjà essayé de porter ici à Montréal et qui avait été renforcée à travers différents forums sociaux mondiaux. Et donc une espèce de place du village virtuel qui donnait de la visibilité à de nombreuses initiatives d'action qui étaient donc dans leurs différentes salles Jitsi, Zoom, bref, des différentes salles en ligne et une salle un peu comme ici, une salle Zoom qui allait visiter et faire des petits reportages sur euh, sur ces différentes causes. Donc, on a voyagé de la Polynésie vers l'Afrique centrale, vers l'Amérique du Sud et de retour vers l'Inde. Et bref, ça a été quelque chose d'assez improbable qui manifestait sans aucun doute cette vitalité de l'altermondialisme aujourd'hui. Donc, de toute évidence, le FSM est au cœur de nombreux espoirs, comme je vous l'ai déjà mentionné. Et donc, dans cette espèce de paradoxe que je nommais au départ, je pense que je peux dire que, et je pense qu'ici personne ne pourra le nier, le Forum social mondial est également au cœur de nombreuses tensions ou même de contradictions. Et pour moi, voilà l'enjeu principal de l'altermondialisme aujourd'hui. Comment, dans cette diversité qui est la base de l'altermondialisme, faire face aux tensions et aux contradictions qui sont propres à l'altermondialisme et au Forum social mondial. J'aimerais citer deux tensions qui me semblent assez fondamentales, assez constitutives, autant à mon sens de l'altermondialisme et du forum également. Donc, d'une part, le paradoxe entre idéaux et pratiques. Donc, même si cela a l'air d'être une évidence, il y a, notamment pour les chercheurs et chercheuses, peut-être un petit peu moins pour les activistes, donc il y a une distance inévitable qui subsiste entre les idéaux qui animent les acteurs et actrices du FSM et de l'altermondialisme et les pratiques qui se développent dans la mise en œuvre de tout cela. Donc, cette distance est définitivement exacerbée dans le contexte événementiel du Forum social mondial par ce que je nomme le paradoxe de l'urgence. Donc, il y a des réalisations qui auraient paru impossibles, qui voient le jour, en effet. Donc, par exemple, là, on a vu 10 000 personnes mobilisées de 144 pays en juste un peu plus que 2 mois, qui a duré l'organisation du FSM virtuel. Et tout cela grâce à cette date butoir qui est approchée, donc le 23 au 31 janvier 2021. Mais dans l'urgence et le stress qu'impose cette date qui approche, cette urgence-là force aussi les personnes qui se retrouvent dans le feu de l'action à faire des concessions qui, des fois, sont en contradiction avec certaines de leurs valeurs. Donc, comme ça, on voit par exemple des décisions qui vont émerger à... Oui, merci. Qui vont être prises à la hâte, sans réel processus démocratique. Il y a eu toutes sortes de décisions, comme par exemple cette idée d'inviter, par exemple, Yanis Varoufakis au panel d'ouverture qui, peu importe ce qu'on pense de cette personne-là, a été une décision un peu rapide qui a été décriée par plusieurs personnes. Donc voilà, il y en a eu d'autres et vous en avez plein d'exemples probablement également. Donc, durant les 20 années de ma vie d'activiste, j'ai connu trop de gens qui se sont complètement démobilisés suite à cet éloignement entre la pratique et les idéaux et qui se sont qui ont même lâché malheureusement ces espoirs qui les portaient. Donc, je vais très rapidement mentionner le deuxième paradoxe que je voulais mettre de l'avant, qui est donc cette tension qui subsiste entre le forum, en tout cas les personnes qui sont tenantes du forum espace et le forum acteur. Et actuellement, il y a un grand débat qui est très actuel et qui se renouvelle à chaque fois.
et qui devrait occuper probablement encore les plumes et les esprits de nombreuses personnes. Mais je ne m'attardais pas plus. Claude, tu me donnes encore une petite minute Une pour minute, terminer? oui, ça Oui. va. Donc, je crois qu'il est nécessaire, comme je disais, de reconnaître cette tension qui subsiste, parce que pour moi, c'est la première étape pour pouvoir encore continuer à se parler et à agir ensemble, ces différentes tensions. Et je pense que ce qui est surtout le plus important de reconnaître, c'est qu'on est face à des problèmes qui sont bien trop importants pour oublier cette nécessité d'agir ensemble. Donc, c'est vraiment pour moi la priorité qui devrait le rester. Je cultive ainsi l'espoir d'un virage culturel transnational qui aiguise notre potentiel de transformation et qui, je crois, peut être alimenté grâce au FSM. Un virage vers le respect, l'écoute, l'humilité, la reconnaissance de la route comme un parcours d'apprentissage collectif et transnational qui me semble absolument nécessaire et urgent. Et évidemment, les premiers peuples, comme le mentionnait Raphaël, peuvent nous inspirer grandement dans cette voie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Carmine Dam, ce très bon exposé qui nous rappelle hein, l'importance des forums sociaux dans le mouvement altermondialiste. Je pense que c'est vraiment indissociable. Puis aussi, de nous tenir au courant de ce qui se passe actuellement, si on n'est pas toujours au fait de ça. Donc, merci beaucoup pour ton exposé. Et maintenant, c'est au tour de Baptiste. Alors, Baptiste, je te donne la parole. Merci Claude. Alors, allô tout le monde. Alors là, moi, je parle de convergence entre justice sociale et justice environnementale, et c'est un des grands développements des luttes altermondialistes des dernières années, et c'est une convergence qui nous amène à penser notre rapport, notre conception de la justice et puis notre rapport à la nature. Alors, comment s'est dessinée cette convergence et quels sont les défis? C'est ça que je vais essayer de vous présenter rapidement. Alors, l'environnement a toujours été au cœur des revendications altermondialistes, ça, c'est pas nouveau. On peut penser aux critiques du concept de développement durable hein, qui vient de la commission Brundtland et puis de l'adoption de l'agenda 21 au sommet de la Terre à Rio en 92. Et cette critique du développement durable, elle est bien présente dès le premier forum social de Porto Alegre. Et par la suite, vous connaissez peut-être les critiques que le mouvement altermondialiste a adressées aussi à l'idée de capitalisme vert qui vise à régler des problèmes environnementaux par la logique du marché. Alors, à l'international, il y a 3 grands événements altermondialistes qui ont contribué à l'essor et à la popularisation de l'idée de justice climatique autour du slogan que rappelait Raphaël de «Changeons le système et pas le climat». Alors, il y a tout d'abord la coalition Climate Justice Now à Bali en 2007, à l'initiative de plusieurs organisations, notamment des organisations paysannes. En fait, on peut penser à Via Campesina, les Amis de la Terre internationale, qui critiquaient la mise en place de marchés du carbone et qui ont visibilisé l'impact des changements climatiques dans les pays du Sud. D'autres mobilisations autour de la COP 15 à Copenhague en 2009 et un moment important aussi qui est la conférence mondiale des peuples contre le changement climatique qui s'est tenue à Cochabamba en 2010 sur le thème du Buen Vivir en remplacement du Vivir Mejor. Et à cet événement, il y a eu beaucoup de discussions autour des droits de la terre-mère et puis l'idée de ne plus hiérarchiser les intérêts des êtres vivants par rapport à d'autres êtres vivants. Donc, l'idée de vraiment mettre tout le monde, être humain, non humain, organique, non organique, au même niveau. À Québec, cette convergence, elle est peut-être plus récente. Je dirais qu'à partir de 2015, on a assisté à une accélération de la convergence entre les luttes sociales et environnementales, avec 2 grandes voies, la voie de l'action directe et la voie du travail en coalition, avec la présentation de feuilles de route pour la transition sociale et énergétique. Alors pour les actions directes, elles résonnent avec plusieurs appels qui ont été faits à la désobéissance civile et climatique par des groupes altermondialistes face à des lois et des décisions qui sont qualifiées de climaticides prises par les gouvernements. Alors ça a pu inspirer des actions comme le fait de s'enchaîner à des pipelines. On a vu ça dans le cadre de différentes campagnes, dont la campagne Kinder Morgan C'est non,
s'attacher à des viaducs pour dénoncer le passage de pétroliers dans des voies navigables, au blocage de voies ferrées dans le cadre de grands projets de développement euh, par des communautés autochtones et leurs alliés. Alors ça, c'est la voie de l'action directe. Parfois, il peut s'agir aussi de non-coopération. Il y a eu toute une campagne assez intéressante au Québec de boycottage de l'industrie fossile, notamment dans le cadre de la campagne désinvestissement des universités québécoises dans le secteur des énergies fossiles. Et donc, à côté de ces actions, il y a vraiment un travail de concertation, d'élaboration de plans que les gouvernements, il s'agit un peu de faire le travail, faire les devoirs que les gouvernements ne font pas dans ces plans. On peut penser à la Déclaration citoyenne universelle d'urgence climatique et peut-être au New Deal vert, en fait, qui à l'initiative ou à l'inspiration du Green New Deal lancé aux États-Unis. Et Québec Zen, Québec zéro émission nette, lancé par le Front commun pour la transition énergétique en septembre 2019. Alors, ce qui rejoint ces différentes initiatives, et je ne les ai pas toutes nommées, c'est d'avoir vraiment des feuilles de route précises d'une transition, de montrer que la transition, elle peut être juste, elle est réaliste et elle est à notre portée. Et aussi plus récemment, avec la COVID, on en reparlera peut-être dans la discussion, c'est vraiment de montrer qu'on peut saisir l'opportunité de la crise sociale et sanitaire actuelle pour embarquer plus sérieusement sur la voie de la transition juste. Alors, ces différentes mobilisations, aussi bien à l'international et au Québec, elles nous appellent véritablement à repenser notre rapport à la nature. En Occident, en fait, on a souvent associé justice sociale avec croissance économique. La croissance économique allait permettre une meilleure redistribution des revenus à l'intérieur des sociétés. On pense à l'impôt qui avait cette fonction-là et aussi à l'international par le biais du libre-échange, du commerce international. Alors, on voit que cette conception-là, elle est pas vraie empiriquement. En fait, elle est fausse. On constate que les inégalités se sont accrues et elle est trop étroite pour aborder les défis sociaux et environnementaux majeurs auxquels on fait face. Euh, une des critiques qui a été adressée à cette notion, c'est l'idée qu'elle ne prend pas en compte le point de vue intergénérationnel, l'idée des générations futures, donc qui est vraiment à intégrer dans notre réflexion sur la justice, l'idée que la planète qu'on lègue aux futures générations ne doit pas être plus endommagée. Alors, plusieurs autres éléments de notre modèle actuel qui nous conduisent à vraiment repenser radicalement la conception de la justice en intégrant la dimension de l'environnement, c'est que les personnes pauvres et et les pays pauvres subissent de manière beaucoup plus importante les conséquences des dégradations environnementales, alors qu'ils y contribuent moindrement. Donc ça, c'est un point important. Et puis aussi que les multinationales actuellement qui contribuent à cet extractivisme minier, cette destruction de l'environnement au profit des plus riches, elles ne sont pas ou très rarement tenues responsables des dégradations environnementales qu'elles commettent. Donc, alors, on est un peu pris dans un cercle vicieux. On a une activité humaine qui déstabilise les écosystèmes, qui remet en cause l'habitabilité de la planète avec l'accroissement des sécheresses, les inondations plus fréquentes qui ont un impact sur la diminution de notre capacité d'alimentation et elles intensifient les déplacements de réfugiés climatiques. Alors, on est vraiment dans une situation où maintenant on peut plus se permettre de penser la justice sociale sans un rapport étroit avec la justice environnementale. Quelques défis pour conclure qui nous attendent sur cet enjeu une fois qu'on a dit ça, mais comment on s'y prend, c'est quoi qui nous attend pour la suite? Ben, les défis sont à la fois de nature économique et éthique. Par exemple, on peut se poser, il y a des pays, des régions qui ont demandé, ben, est-ce que c'est juste de prioriser la protection de la nature à tout prix, alors qu'il y a des personnes qui sont dans des situations épouvantables et qui souhaitent profiter de certains dommages à la nature pour améliorer leurs conditions de vie. Alors, c'est vraiment une question qui soulève l'importance que le dialogue sur ces questions soit fait avec les groupes qui sont les plus affectés par les bouleversements actuels, qui en souffrent le plus et qui veulent améliorer objectivement leur situation. Un autre défi, me semble-t-il, c'est d'opérer une jonction entre des revendications sur des dossiers plus techniques qui, jusqu'à présent, étaient vus comme peut-être distincts des dossiers de l'environnement, comme les traités de libre-échange, les paradis fiscaux, la lutte pour l'environnement, enfin les différentes luttes pour l'environnement.
car l'argent de la transition sociale et écologique, on l'a souvent répété dans les forums sociaux, dans les mobilisations, elle se trouve notamment dans les paradis fiscaux. Donc, il ne faut pas voir ces enjeux économiques qui pourraient être vus comme plus techniques, très différents des enjeux environnementaux, et les aborder de front en comprenant leur articulation étroite. Et puis, un dernier point, est-ce qu'on peut également se passer d'un projet politique pour penser la transition écologique en dehors du marché? Il y a plusieurs courants, en fait, dans toutes les mobilisations que j'ai nommées, plusieurs courants théoriques, plusieurs réflexions assez riches, comme l'idée de citoyenneté démocratique écologique, l'écosocialisme, l'écoféminisme, le buen vivir, la deep ecology, qui renvoient à des projets politiques alternatifs à notre système capitaliste et à notre mode de développement, on va dire, occidental dans l'héritage de la modernité, puis qui soulèvent des questions comme la sortie de l'agriculture conventionnelle, la fin de l'obsolescence programmée, l'enjeu aussi du rapprochement, du lien plus direct entre les producteurs, les consommateurs, les lieux de production, les lieux de consommation, les transports publics gratuits, ou encore aussi l'idée de relocaliser certaines productions qui avaient été délocalisées pour accroître l'autonomie et la souveraineté de certains territoires. Donc, une question qui surgit, c'est quel arrimage penser entre ces différents projets politiques, puis des partis politiques qui sont plus institutionnalisés, qui pourraient promouvoir ces différentes approches, afin de penser à un changement qui soit, tu disais Raphaël, à la fois le plus ancré dans le territoire sur lequel on vit, le plus local, mais qui rejoigne aussi le plus global, qui n'est pas à négliger, parce que pour l'instant, c'est celui aussi qu'on doit cibler pour transformer des grandes institutions comme les organisations internationales et les multinationales. Donc, vraiment cette idée d'arriver, comme tu dis, à avancer, comme puis tu l'as dit aussi Carmina un peu, d'avancer donc du plus local, mais sans perdre de vue l'impact qu'on pourrait avoir au plus global. Alors, je termine sur ça. Bien, merci beaucoup, Baptiste, de nous avoir entretenu justement sur peut-être ce sujet qui est rendu une des préoccupations majeures là, des altermondialistes, même si tu as bien expliqué que c'est une préoccupation qui existe dès le départ. Alors, avant de continuer de nous lancer dans le débat, j'ai des petites annonces à faire. Premièrement, j'aimerais remercier Ronald Cameron, qui est l'organisateur de ce webinaire, donc qui a mis beaucoup d'heures là-dessus. J'aimerais aussi remercier Jean-Philippe Viault, qui est toujours un soutien indispensable à la technique, et aussi nos deux traductrices qui sont pas avec nous, qui sont avec nous, c'est-à-dire maintenant, et qui font un travail qui est important. J'aimerais aussi rappeler que Raffaella Bologni, qui devait être avec nous aujourd'hui, n'a pas pu venir, donc c'est un point de vue qui nous intéressait beaucoup, un point de vue extérieur au Québec. Malheureusement, on ne veut pas l'avoir. Donc, voilà. J'aimerais aussi rappeler que je vous disais au départ que ce webinaire est un des événements qu'on organise autour de ce livre-là, les 20 ans de l'altermondialisme au Québec. Donc, j'aimerais rappeler qu'il y a deux autres événements, deux lancements en fait, associés à ce livre-là. Le premier lancement va avoir lieu à Québec le 5 juin sur la place Diouville. C'est ça, ça va faire partie d'une journée qui va fêter les 20 ans qui va commémorer plutôt les 20 ans du Sommet de Québec. Ça va avoir lieu tout l'après-midi, en fait, de 1h à 5h. On vous invite à être présent. Si vous pouvez vous déplacer, si vous êtes à Québec. Bref, ça risque d'être une journée avec toutes sortes d'animations, donc une journée vraiment intéressante. Et il va y avoir un lancement aussi à Montréal qui va avoir lieu le 9 juin. Alors, si vous allez sur le site d'Attaque, vous avez aussi dans le chat Catherine Caron qui a indiqué les coordonnées, donc vous pouvez avoir toutes les informations à ce sujet. Donc, on espère vous voir nombreuses et nombreux à ces deux événements. Maintenant, donc, on peut se lancer dans le débat. Je pense qu'il y a eu beaucoup de choses intéressantes qui sont dites. Il y a Raphaël, entre autres, qui a dit qu'il voit un échec derrière le mouvement altermondialiste. Je pense que ça vaut la peine de réfléchir là-dessus. Est-ce que c'est un échec? Est-ce qu'on a réussi? Il y a Carminda aussi
qui nous rappelle l'importance des forums sociaux. Donc, je pense on peut avoir beaucoup de questions sur la question des forums sociaux. Et bien sûr, Baptiste qui nous parle de toutes ces questions environnementales qui sont vraiment incontournables maintenant. Alors, écoutez, je vous laisse la parole. Vous avez qu'à actionner le petit lever la main. Je pense que vous voyez en bas, là, c'est quand même très, très clair. Je ne vois pas de questions dans le chat, à moins que je me trompe. Ah oui, je vois une question. Donc, on va commencer par celle-ci. Alors, dans le cadre de la grande réinitialisation du Forum économique mondial, pensez-vous que les altermondialistes doivent tenter d'influencer l'orientation de cette grande intention? Alors, je ne sais pas, ça c'est Jacques Demers qui s'adresse au conférencier. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut répondre à ça? Donc, oui, vas-y Raphaël. Si personne veut se jeter à l'eau, je peux y aller. Depuis le début Carmida a bien rappelé l'intention du FSM et toute son historique, mais depuis le début du Forum social mondial, en fait, Forum social mondial est né pour être justement la contre-voie ou le contre-pouvoir au Forum économique mondial. Ça a vraiment été pensé comme ça dès le départ. Donc, pour montrer qu'il y avait d'autres faces de la mondialisation. Puis, tu l'as bien rappelé, Baptiste, la perspective, il faut vraiment faire ce lien entre le local et le global, puis il ne faut pas perdre de vue le global, je suis bien d'accord. Donc, mais dans cette idée-là, est-ce qu'on peut encore influencer le Forum économique mondial? Je vais vous raconter une petite histoire. Juste au début, quand le premier FSM a été créé, donc il y a eu un premier événement Forum social mondial en même temps que le Forum économique. Puis bon, les médias ont regardé un petit peu ça. Puis au deuxième FSM, en 2002, là, il y a eu une connexion entre le Forum économique et le Forum social mondial. Il y a eu une espèce de webinaire, justement, avec les leaders, les intellectuels organiques des deux gangs, si on veut, qui se sont parlé par vidéoconférence. Il y a un film là-dessus, il y a un documentaire que vous pouvez retrouver. Et c'est intéressant parce que justement, dans ce dialogue-là, puis c'était George Soros qui était comme l'intellectuel du Forum économique, puis il y avait toutes sortes de monde pour le Forum social mondial, dont la représentante des maires de la place de Mai en Argentine. C'était assez intéressant le dialogue qui s'est noué là. Et finalement, on se rendait compte que c'est là où on disait que l'altermondialisme a gagné la bataille des idées, c'est que tous les arguments qui étaient mis de l'avant par les altermondialistes pour répondre aux tenants du néolibéralisme faisaient qu'à chaque fois, ils invalidaient. En fait, ils ont gagné ce débat-là. Qu'est-ce qui s'est passé suite à cette grande connexion-là? En 2003, il n'y a plus de connexion. Le Forum économique n'a plus jamais voulu dialoguer avec le FSM, puis les médias ont moins suivi le FSM. Donc, des tentatives de dialogue ou d'influence, il y en a eu encore. Moi, je verrai aussi la dernière fois, le dernier Forum économique, on invite toujours des leaders. Bon, c'était Greta la dernière fois là, qui avait lancé un cri du cœur. Est-ce que ça va changer la tendance? Je ne sais pas trop. Alors, j'aurais tendance à dire, plutôt que de boycotter complètement, il ne faut pas trop tourner le dos, là, mais on doit investir pas beaucoup de temps là-dedans parce que, de mon point de vue, le Forum économique mondial, c'est juste du marketing. Les décisions, ils se les prennent entre eux. Après, le discours qu'ils vont faire, puis le dialogue qu'ils vont nouer avec les gens qu'ils vont inviter là, n'a aucune incidence sur les orientations politiques qui sont prises là. Donc, à mon avis, la pression doit venir ailleurs. Voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre veut intervenir là-dessus? Peut-être moi, j'aurais un petit mot à dire, si vous permettez, en tant qu'animateur. Des fois, c'est difficile de se limiter. Mais il y a quand même Klaus Schwab, qui est quand même là, le créateur du Forum social et du Forum économique, pardon, qui a dit que le néolibéralisme, c'était fini. Moi, je pense qu'il y a quand même eu une pénétration de nos idées dans ce forum-là. Évidemment, ce n'est pas ça qui va changer les choses, ce n'est pas ça qui va faire la révolution, mais d'une certaine manière, quand tu parles, Raphaël, qu'on a gagné la bataille des idées, là, qu'elle est à ce point pénétrée le discours du Forum économique. Moi, je ne pensais pas ça là, il y a 20 ans. Là, donc, il y a quand même une transformation. Maintenant, c'est clair que c'est insuffisant. C'est clair que ça reste un prétexte, mais quand même, ça montre une évolution dont il faut tenir compte aussi. Je pense qu'il faut regarder nos victoires. Ce n'est pas une victoire totale, mais c'est une partie de victoire qu'on ne doit pas complètement oublier. Maintenant, je ne sais pas, Jean-Philippe, si tu es avec nous, je pense que c'est toi qui as le contrôle des mains levées. J'ai quelqu'un qui, dans la question-réponse, qui a posé une question, Bertrand Guibard. Merci pour les présentations.
J'aimerais bien que vous en disiez un peu plus sur les réorientations stratégiques et tactiques qu'il faudrait entreprendre pour obtenir plus de succès dans la lutte et faire des gains concrets. Merci. Et je vous rappelle que vous pouvez lever la main. Je vais pouvoir vous donner le droit de parler directement parce que là, il y a du monde qui pose des questions dans la discussion, d'autres dans les questions et réponses. Donc, on a l'option de pouvoir vous faire, de pouvoir vous faire parler. Donc, ne vous gênez pas, levez la main et on va pouvoir vous donner un tour de parole. OK. Donc, Carminda, tu peux répondre à ça. Je vois que tu as une main levée. Ah, je ne savais pas que j'avais une main levée. En fait, moi, je voulais surtout comme compléter ce qui avait été dit juste avant, abonder dans le même sens que vous et aller peut-être dire que l'importance de l'imaginaire, Raphaël l'a mentionné, et du symbolique, je pense qu'il ne faut absolument pas l'oublier, que ce qu'on est en train de faire, c'est des coups d'éclat. Baptiste était en train de parler de des gens qui vont s'enchaîner à des pipelines, qui vont être par-dessus, en tout cas qui vont faire des actions d'éclat. Je crois que, sans nécessairement se restreindre seulement à s'enchaîner à des pipelines, mais je pense que ça fait partie pour moi de ce cheminement. C'est pas suffisant. Je pense que Raphaël avait commencé à parler de tactiques. Peut-être que tu pourras nous en dire un petit peu plus, mais je pense qu'il faut continuer à être visible sur la place publique. Il faut continuer à ouvrir des espaces où on peut prendre la parole. Il faut qu'il y ait de nouvelles voix qui s'expriment également. Je crois que c'est le cas aujourd'hui. On le voit bien dans les différentes luttes environnementales. Les jeunes qui prennent la parole, qui ramènent d'autres narratifs, si on veut utiliser le mot pas très français, pour nommer les choses, pour dire les choses et pour être visible. Je pense que ça devrait rester une priorité parce que c'est pas simplement de changer, comme bon, Raphaël l'a mentionné également, de changer je me rapproche de mon micro, excusez-moi. Donc, de changer les mentalités seulement au cœur du Forum économique de Davos, mais de continuer à changer les mentalités chez le commun des mortels, qui sont les personnes qui, en effet, pourraient avoir vraiment un poids sur la balance et qui ne sont pas nécessairement conscients du poids conscients et conscientes du poids qu'ils et elles peuvent avoir dans ce bas monde. Donc, pour moi, ça serait de continuer à prendre la parole et sortir des gestes symboliques et visibles. Donc, finalement, de se servir de la créativité avec un grand C. Donc, les arts comme métaphore, oui, de cette créativité-là, mais pousser dans ce sens-là de la créativité, de la visibilité. Voilà. Merci. Raphaël, tu veux répondre à Bertrand Guibord? Oui, mais je vais peut-être laisser parler Baptiste parce qu'il a moins parlé que nous, puis je parlerai après. Ça vous va? Vas-y, Baptiste, on t'écoute. Merci. Oui, ça rejoint aussi ce que tu disais, Carminda, c'est que là, on est vraiment concentré sur la crise sociale et sanitaire, mais les défis, là, sont bien plus grands que ça. Le défi, notamment le défi climatique, ça va être le défi de l'humanité pour les décennies à venir. Et puis les actions d'éclat, je pense qu'elles vont s'intensifier. Là, il y a je pense des actions, bon, pour l'instant, qu'on voit non violentes, mais elles vont s'intensifier. Je pense aussi à des actions de Rebel Extinction aussi dans l'espace public, assez symboliques, donc comme tu dis, qui impliquent les arts, qui ouvrent d'autres imaginaires possibles, parce que le discours, je pense que c'est les revendications et le discours, on va dire, rationnel de ah oui, on sait qu'on s'en va vers la crise. Ok, ça touche une certaine partie du cerveau, de notre conviction, mais il y a aussi d'ouvrir d'autres mondes possibles et de les visualiser par des actions symboliques. Ça, pour moi, je trouve ça fort. Puis prendre la rue après la Covid, je ne sais pas dans quelle mesure on va être capable de réinvestir la rue, mais pour moi, la rue va être un terrain à prendre de manière assez importante
peut-être déjà, je vais sur la discussion là, de ce qui s'en vient après la COVID, mais est-ce qu'on va rentrer dans des mesures austéritaires dans les suites de la période actuelle? Donc, je pense qu'il va y avoir des combats importants et qui vont se mener aussi dans la rue. Et puis, au niveau des coalitions, je pense que le travail, ça va être aussi d'arriver à intégrer les revendications des uns et des autres dans ses propres luttes, qu'on voit encore comme très cloisonnées. Donc, des luttes pour les conditions de vie des travailleurs et des travailleuses de la santé et des services sociaux, des luttes pour, je ne sais pas, les conditions des élèves et des étudiants à l'école et à l'université. Mais toutes ces luttes-là, je pense que petit à petit, d'arriver à intégrer que elles ne sont pas cloisonnées, puis elles font partie de mêmes tendances. Et donc, je pense qu'il y a encore un gros travail de se réapproprier les luttes des autres comme n'étant pas exclusives ou nous emmenant pas ailleurs, mais nous emmenant dans une direction commune. Donc, voilà, pour les stratégies. Raphaël? Oui, oui, ben, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Baptiste. Et justement, c'était un des objectifs des forums sociaux dans l'esprit du dialogue dont parlait Kermin Daz, de justement rentrer en dialogue entre les différents mouvements au niveau global et au niveau local pour justement dépasser ce cloisonnement des luttes parce que c'était un problème majeur. Parce qu'en fond, on a inséré le principe de concurrence à l'intérieur même des luttes sociales. C'est un problème de fond. La question du pouvoir, c'en est une autre, mais moi, je pense que j'ai fait un peu l'avocat du diable là, en appelant la révolution, puis en disant qu'on avait perdu la bataille, une bataille, parce qu'on a gagné la bataille des idées, mais on a perdu la bataille politique. Mais ce que je veux dire quand même, pour ramener ça, puis répondre à Bertrand, c'est que, à mon avis, ce qui est fondamental, puis depuis le début qu'on pense les mobilisations sociales, le lien entre la réflexion et l'action, c'est d'avoir une praxis révolutionnaire, dans le sens où on apprend de notre action, puis on développe la réflexion et notre vision du monde et nos imaginaires en avançant dans la lutte. Ça, c'est important sur le chemin dont parlait Carminda. Mais je trouve qu'aujourd'hui, on a quand même plein d'éléments très intéressants. Il est fondamental de faire, merci beaucoup Baptiste, c'était excellent ta présentation, j'ai beaucoup appris là, c'est de faire ce lien entre cette réflexion, cette mise en contexte des luttes, comme on l'a fait dans le bouquin d'attaque, puis comme on le fait depuis un bout. Claude, tu le fais beaucoup, mais de raconter les récits, raconter l'histoire des luttes et des mobilisations, parce que si on laisse l'autre bord raconter son histoire, ils vont raconter la leur, puis ça va toujours être la même affaire. Donc, c'est important de remettre en explication tout ça, puis de montrer qu'on avance. C'est clair qu'on avance dans la compréhension, puis je suis tout à fait d'accord, Claude, que nos idées vont bien plus loin, puis Klaus Schwab, c'est intéressant, il y a ça, mais aussi, il embarque pas mal dans la 4e révolution industrielle, puis lui, il plonge dans la révolution numérique, parce qu'à mon avis, ça va être ça la prochaine étape. Donc, juste un élément, la réflexion et l'action doivent être liées, et ce que les forums sociaux mondiaux nous ont apporté, c'est pour ça que je me suis autant impliqué, puis je trouve ça encore très pertinent, c'est que c'est une méthodologie pour créer le dialogue. Le Forum social mondial, c'est une innovation méthodologique. Ça nous a permis de nous parler entre les différentes tendances, entre les différents groupes et du local au global. Et ça a permis un rapprochement énorme entre toutes sortes de tendances qui n'a pas été bien analysé encore, mais sur le plan de la méthode, on est allé vers quelque chose. Donc, réflexion, action, dialogue, si on met ce triangle-là ensemble, ça nous permet d'avancer. Et ce que je voudrais dire en termes de stratégie, vraiment, là, c'est qu'en 2008, on avait une opportunité. Quand je disais qu'on a perdu cette bataille, c'est qu'on avait une opportunité, on a vu qu'il y avait quelque chose à faire, mais on n'a pas réussi parce qu'on s'est fait imposer un autre agenda. Et ça s'est beaucoup passé d'ailleurs à Toronto au sommet du G20 là, en 2010. C'est une autre histoire. Mais là, aujourd'hui, on a une nouvelle opportunité. En fait, c'est ça que ça amène, la crise pandémique, là, la démondialisation. Quelqu'un parlait de ça, là, Bernard Rioux, là, dans le dialogue. Concrètement, c'est ça que ça a amené, la crise. Puis Trump avait commencé à le faire un petit peu avant en détricotant et en retricotant l'ALENA à sa manière. En tout cas, c'est une autre histoire. Mais avec la pandémie, on se rend compte que cette idée de mondialisation, regardez toutes les limitations qu'on a eues à la mobilité internationale, qui était le cœur du projet de la mondialisation. Donc, on n'est plus là-dedans, c'est clair, mais on va sortir de ça bientôt. Donc, cette période post-pandémique, ça va nous amener où? Est-ce que ça va nous amener vers encore plus de capitalisme numérique ou ça va nous amener vers un monde plus juste et solidaire, vers la transition juste dont parlait Baptiste? L'enjeu, il est là. Politiquement, c'est maintenant que ça se joue. Quand je disais qu'à Cochabamba, pas Cochabamba 2010, mais même Copenhague 2009, il y a eu plein d'idées qui ont été amenées, mais on n'a pas réussi à imposer un agenda politique, on s'est fait imposer un agenda.
Là, j'ai l'impression qu'on est en train de subir encore la même affaire. C'est-à-dire que tout le monde se rende compte, hein, si je travaille là-dessus, j'ai pris toutes les coupures de journaux l'année dernière au mois de mai, là, avec tous les gens qui proposaient plein d'idées quand ça a commencé le confinement. Il y avait des idées magnifiques là. Si vous lisez Le Devoir le mois de mai 2020, là, vous avez toutes sortes de projets. Là, aujourd'hui, là, on nous parle du troisième lien. C'est ça l'agenda. Puis on est rendu, puis les vaccins, ben là, on est content de se vacciner nous, mais pas les autres. Puis en tout cas, on est rendu ailleurs. On n'est plus dans de la proposition, on revient au statu quo. Donc, il ne faut pas l'échapper encore une fois, parce que sinon, dans 10 ans, on va se retrouver, on va faire les 30 ans de l'altermondialisme, puis on va dire, ben, on a manqué le coche en 2009, on l'a manqué en 2020, puis donc on n'aura peut-être plus le temps de trop le faire. Donc, concrètement, stratégie, je pense que c'est au niveau local qu'il faut véritablement agir politiquement. Il faut penser global, ça c'est sûr, il faut continuer à réseauter, et il faut nourrir un dialogue avec toutes les tendances, ici et ailleurs, mais politiquement, on a un poids chez nous. Donc, et il y a des batailles fondamentales à mener chez nous pour faire ce lien dont Baptiste parlait entre justice sociale et justice environnementale. Puis c'est déjà parti, il y a déjà plein de groupes qui le font. Comment faire pour embarquer collectivement là-dedans, plus largement, pour vraiment changer les choses? Et là, on aura des victoires. Merci, Raphaël. Alors, c'est ça, il y avait effectivement une question de Bernard Rioux, comment penser les rapports entre altermondialisation et démondialisation. Donc, si nos deux autres invités ont des commentaires à dire là-dessus, mais peut-être je vais aller voir Jean-Philippe aussi pour savoir si tu as reçu d'autres questions. On pourrait les poser en rafale à ce moment-là. Oui, nous avons 3 personnes, dont une qui a levé la main. Donc, de favoriser l'alternance, vu qu'on a déjà eu la question de Bernard, je vais laisser Lucie Pelletier parler. Je vous donne la permission de parler. Donc, vous devez activer votre micro. Madame Pelletier. Madame Pelletier, oui. Vous avez levé la main, donc vous devez activer votre micro. C'est en bas à gauche. Non, je m'excuse, c'est une erreur, là. Ah, d'accord. Merci. Donc, on va passer à la question de Christine Vézina. Merci pour vos présentations, super intéressantes. À l'échelle provinciale, la pandémie n'a pas entraîné de mesures destinées à lutter contre l'exclusion. Si la pandémie n'a pas eu d'impact, je me demande ce qui pourrait avoir un tel effet. Le gouvernement en place est au top au niveau des intentions de vote, les initiatives micro aux échelles communautaires axées sur les solidarités, le troc, l'autosuffisance, la gestion collective me semblent porteuses dans l'idée de la permaculture. Qu'en pensez-vous? Et Victor H. Ramos écrit « En cette étape de nos luttes pour un autre monde nécessaire, il me semble qu'il est de plus en plus clair que les divers fronts de lutte doivent être de plus en plus interreliés entre eux dans la perspective locale mondiale pour mieux réussir, entre parenthèses Carminda, et les différentes organisations que nous avons créées sont nécessaires, quitte à les améliorer, y compris le FSM. Qu'en pensez-vous? Ceci couvre toutes les questions, Claude. Oui, pardon? Oui, Ceci OK. Donc, on va questions. c'est ça, on va laisser nos invités répondre. Je pense que Baptiste, tu as déjà plusieurs idées en tête. Alors, on t'écoute. Oui, ben, c'est sûr qu'il y a une question qui emmène un peu sur le gouvernement actuel et les politiques. Alors, j'ai pas de réponse toute faite, mais c'est sûr qu'au niveau le plus visible, en quelque sorte, le gouvernement, c'est un gouvernement dans la continuité du libéralisme économique qui est très conservateur sur le plan politique. Là, on le voit avec l'abandon de la réforme du scrutin. Et d'ailleurs, pour l'instant, on n'a pas les moyens de vraiment de talonner ça. Et quand je parlais de prendre la rue, je pense que ça va être un motif assez valable de manifestation et de pression populaire. Mais on a vraiment un gouvernement dans le statu quo, en quelque sorte, puis qui nie la crise du logement. On le voit qui n'a pas aidé les personnes à l'aide sociale dans la pandémie, ce qui sont les grandes personnes oubliées là, des mesures de soutien économique, qui, au niveau des organismes communautaires, a donné des fonds d'urgence, mais tagués pandémie, mais qui ne règlent pas le problème du financement, de l'absence de financement à la mission de ces organismes. Donc, on est vraiment dans un gouvernement très déconnecté, alors que j'ai l'impression qu'au niveau citoyen, il se passe autre chose. Il se passe quelque chose qui n'est pas reflété dans les discours de la CAQ, qui est un courant à la fois, donc à tout niveau, mais l'idée dans le code du bâtiment, d'aller vers des mini-maisons, d'aller vers des formes de construction qui ont moins d'impact environnemental,
L'idée d'éco-village avec plus de solidarité, de résilience locale, l'idée que aussi la prise de conscience avec cette crise que tout le monde peut être affecté, l'idée de vulnérabilité, qu'on est tous et toutes vulnérables au niveau de la santé, au niveau économique. Et ça, je pense que c'est une prise de conscience massive des gens que avant, je pense qu'il y avait une grande partie de la population qui, oui, pouvait vivre de la précarité, mais qui quand même avait la tête hors de l'eau. Et là, on est tous descendus d'une coche en quelque sorte, à part des personnes très privilégiées, là, mais disons qu'il y a eu une espèce de prise de conscience, je trouve, collective de notre vulnérabilité. Puis on a vu aussi des gens partir en région pour retrouver une certaine qualité de vie, être dans des réseaux solidaires aussi. Donc j'ai l'impression qu'on réalise que nos institutions publiques, on a décrié des politiques d'austérité, mais que là, on est vraiment confronté à, elles sont fragiles, et il faut les solutions que les gouvernements donnent, là, de subventionner des grands projets inutiles comme le troisième lien, mais de ne pas mettre de l'argent en éducation, pas mettre de l'argent en santé, d'utiliser la loi actuellement de mesures sanitaires pour profiter de contourner les négociations syndicales. Donc, il y a vraiment des choses que je pense qui choquent l'opinion. Donc, oui, il y a un appui assez important encore, mais j'ai l'impression il y a des choses un peu sous-jacentes là, qui commencent à prendre de l'ampleur et qui vont à un moment aboutir peut-être plus. Ceci étant, à côté de ces choses optimistes, il y a aussi les dérives, je trouve, qu'on a vu un peu reflétées dans certains mouvements anti-masques, mais du survivalisme, de chacun, de l'entre-soi, chacun va. On va survivre en accumulant des stocks de nourriture tout seul dans notre coin en région, puis avec un discours très anti-gouvernement. Ces gens-là sont corrompus à l'os et puis on n'a plus rien à attendre d'eux. Et puis on ne va pas se sauver en réinvestissant massivement les institutions, mais simplement en étant complètement autonome et puis dans un champ avec ses panneaux solaires, etc. Et puis en ayant le moins de contact avec le reste du monde. Donc je trouve qu'il y a aussi un volet préoccupant à cette en tout cas à certains mouvements actuels et je pense que ça traduit aussi une fracture dans la population qui pour moi est assez inquiétante ou préoccupante. Carminda, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Oui, ben, en fait, je voulais peut-être réagir à cette question sur les rapports entre altermondialisation et démondialisation. Donc, je pense que Christine Vézina nous donnait quelques pistes, en effet. Je pense que, en effet, il faut que tout ce qu'elle elle mentionne, les initiatives micro, aux échelles communautaires, axées sur des solidarités, l'autosuffisance, bon, la permaculture, je crois que toute cette idée de repenser les démocraties, même si bon, c'est un mot qui, je trouve, devient un peu galvaudé malheureusement, mais aller vers une démocratie plus participative, en effet, et aussi toute cette idée du care, de prendre soin, qui est portée par les mouvances féministes et aussi mise en action, je crois, par les nouvelles générations. Et on le voit dans certains mouvements environnementalistes investis par les jeunes aujourd'hui. Donc, de prendre soin, finalement, d'établir cette solidarité, mais en action. Je crois que ça peut justement contribuer à aller vers une certaine démondialisation. Voilà, c'était une petite intervention courte dans ce sens-là. Raphaël? Oui, bah, oui, moi aussi, je pourrais aller dans la suite de tout ça. Je trouve que il y a plein de choses intéressantes. Puis, à mon avis, c'était Christine Vézina là, puis Francis aussi dans les discussions. Mais à mon avis, la résilience locale est fondamentale dans le sens où de se reprendre en main. Mais Baptiste a amené un point intéressant sur le danger là, de la réclusion, des survivalistes qui s'enferment puis qui veulent construire des barrières en étant complètement ce mirage de l'autonomie totale. Là, il n'y a personne qui va survivre tout seul dans une grotte. Là, on le sait très bien. Donc, le principe de solidarité doit rester. Et à mon avis, c'est ce qui est fondamental pour justement distinguer le mouvement altermondialiste aujourd'hui des mouvements de réclusion, je ne sais pas, de renfermement qu'on peut voir, qu'on a vu aux États-Unis. C'est toute la mouvance Trump hein, qu'on revoit aussi chez nous, mais qu'on voit aussi en Europe. Hein, c'est la fermeture vis-à-vis des migrants, la peur justement des vagues de réfugiés climatiques. C'est toute cette logique-là de renfermement. Justement, la perspective
différente, c'est que l'altermondialisme est contre la mondialisation néolibérale, c'est-à-dire l'ouverture totale des marchés, mais est pour la solidarité sociale, locale et internationale. Ça, c'est fondamental, on est dans cette connexion. Donc, c'est ça qu'on garde. Et ce que je trouve intéressant, c'est cette connexion, deux choses que tu as dit, Baptiste, Carmina aussi, c'est, à mon avis, ce qui est fondamental aujourd'hui, c'est la résilience locale. Il faut protéger nos territoires et nos populations et nos communautés. Et ensuite, mais sans être fermé au reste du monde. Et l'autre élément essentiel, c'est de reprendre la rue. Tu as tout à fait raison, Baptiste. Puis là, ça leur va très bien, la pandémie. Puis comme tu me le dis, avec ce gouvernement Legault complètement déconnecté, moi, au mouvement Démocratie Nouvelle, que je coordonne, qu'on milite sur la réforme du mode de scrutin, on essaye fort là, depuis, j'avais jamais fait ce travail politique aussi proche, mais justement de négocier avec les fonctionnaires, les ministres, les machins, les ci, les ça, à leur parler pour justement faire avancer nos dossiers. Mais ils sont tellement rendus déconnectés, mais pas juste déconnectés des populations, ils l'étaient déjà, mais déconnectés politiquement. C'est une monarchie. C'est-à-dire qu'eux, ils parlent au peuple directement à la télévision 2 à 3 fois par semaine avec leurs conférences de presse depuis 1 an, donc ils ont cette connexion directe. Et puis ensuite, ils verrouillent tout, puis ils ont la bourse entre les mains, puis et dès qu'un sujet vient les encombrer, la pandémie, vous comprenez, on est dans la première vague, la deuxième vague, la troisième vague, bientôt ce sera la quatrième, et ça va interdire toute forme de mobilisation, toute forme de manifestation, donc toute dissidence, même à l'Assemblée, les partis d'opposition, ils n'arrivent pas à en placer une, parce qu'il y a justement cette connexion directe. Donc là, on a le chef qui décide, et donc cette connexion-là fait que oui, il est haut dans les sondages, mais tu as tout à fait raison, il y a une insatisfaction populaire qui se manifestent de différentes manières. Oui, les négos du secteur public. Oui, on a été mobilisés. Je suis prof aussi de cégep, donc avec la FNEC, on a manifesté. Et il y a plein de groupes qui s'organisent et il y a plein de prises de possession de rue. Donc, à mon avis, il faut, oui, reprendre la rue parce que c'est dans la rue qu'on manifeste le commun. Et ça, c'est central. On n'en a pas parlé encore, mais à mon avis, c'est fondamental. Il y a une diversité des luttes, diversité, comme disait Carminda, diversité des luttes. Il faut qu'il y ait convergence. Il faut qu'il y ait un enracinement local pour défendre son territoire, mais en même temps une solidarité dans des mouvements collectifs de rue, qui est un espace public, pour affirmer le commun, parce qu'on a le commun en partage et c'est ça qu'on défend. Et avec ce niveau-là, on va pouvoir justement montrer cette déconnexion et c'est comme ça que ça avait beaucoup marché il y a 20 ans à Québec, je pense, en tout cas pour moi, ça m'avait énormément mobilisé, c'est de montrer qu'il y avait une déconnexion totale entre une élite qui est liée au pouvoir économique et qui prend toutes les décisions en fonction de son intérêt personnel, privé. Et on a des populations qui subissent cette condition de vie, et puis c'est plus juste des populations humaines, parce que là on peut rentrer la planète là-dedans, avec les droits de la Terre, qui subissent ce modèle-là, qui subissent cette imposition d'une élite. Et donc, je pense que ce discours est fondamental de réaccentuer cette déconnexion entre une élite, puis il y a 2500 milliardaires aujourd'hui, il y en avait 140 en 90. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé en termes de concentration de l'argent, mais aussi du pouvoir. Et ça va nous permettre peut-être de renouer aux sources de la mobilisation pour pouvoir prendre en main, et avec ce message d'espoir, parce qu'il faut en avoir, de construction, mais en se réenracinant dans notre territoire et nos communautés. Merci. Alors, il nous reste à peu près 7 minutes. Peut-être qu'on a le temps pour 1 ou 2 questions très, très rapides et réponses très, très rapides aussi. Alors, Jean-Philippe, est-ce que tu as quelque chose de ton côté? Non, moi, je n'ai pas de main levée ou rien dans les questions-réponses. Il y aurait juste la question de M. Francis Waddell qui est dans la discussion. OK. Il faudrait prendre la rue. Nous avons perdu énormément de terrain médiatique. L'agenda politique n'est pas axé sur l'agenda de Québec Zen, effectivement. Donc, je pense que ça va tout à fait dans le sens des interventions qu'on vient d'avoir. Alors, écoutez, la rue, on va pouvoir la prendre bientôt parce que, regardez, là, normalement, le confinement devrait tomber. Alors, j'espère effectivement qu'on va retrouver une énergie nouvelle. Mais en attendant, justement, de prendre la rue, je ferai remarquer que les 2 événements qui sont associés à ce livre-là ne sont pas par webinaire. Donc, on vous demande votre présence physique. Donc, on va pouvoir être là, comploter ensemble pour retrouver l'énergie qu'on a perdue un petit peu. Parce qu'il faut se rappeler que juste avant la COVID, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait les plus grandes manifestations pour l'environnement qu'on n'avait jamais vues. Donc, il faut retrouver cette espèce d'énergie. Et là, à ce moment-là, je pense qu'on va pouvoir reprendre les choses telles qu'elles étaient
et retrouver une force là, qui va nous permettre peut-être de faire ces changements dont on rêve. Donc, je remercie les 3 conférenciers, Carminda, Raphaël et Baptiste. Vraiment, vos interventions étaient très intéressantes. Je remercie aussi tout le public qui est là. Vous étiez vraiment nombreuses et nombreux pour un matin comme ça, un matin un peu gris de dimanche matin en plus. Et écoutez, je remercie ensuite les organisateurs, Ronald, Jean-Philippe, les traductrices. Et puis, ben, écoutez, je vous souhaite une bonne grande transition pour la suite et d'être présent à nos événements. Merci tout le monde et au revoir. Merci à toi. Bonne journée, bye. Merci beaucoup. Au plaisir de Merci vous revoir beaucoup tout le monde. dans la vraie vie, dans la rue. À bientôt. Bravo, Carminda. Ah ben, bravo également. Bon, ben ça va, t'as l'air en forme. Égal à toi-même. Bon, Bravo aux 15-14 personnes qui sont encore en train de se oui, déconnecter. c'est ça. Merci d'avoir été là. Donc, en vous souhaitant une bonne fin de journée. Merci, Jean-Philippe. Pas de problème. Bye Donc, bye. je vais devoir fermer la rencontre parce que l'enregistrement va se terminer en même temps. Donc, bonne fin de journée à toutes et à tous. Merci.